France Maghreb 2. Par les lectures, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Par les lectures aujourd'hui, chers auditeurs, le mercredi 9 janvier 2019. Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour votre émission hebdomadaire où on parle de livres, de lectures, d'auteurs. Et vous allez voir aujourd'hui les sorties de la rentrée 2019, parce que ça y est, c'est la rentrée. Tout le monde a repris son boulot, a repris l'école pour les élèves. Après les repas copieux de fin d'année et les grasses matinées, certains ont encore du mal à se remettre de leurs émotions, mais allez, d'une air, chers auditeurs, car il reste encore 12 mois avant d'arriver à 2020 et vivre notre lot d'événements, de surprises, de choses, etc. de cette nouvelle année que je vous souhaite bonne à toutes et à tous. Alors je vous rappelle que vous pouvez appeler au standard de la radio au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour intervenir, nous laisser des petits messages, des commentaires, des questions, c'est à votre choix. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'invité, voilà, il n'y a pas d'invité parce qu'ils sont tous occupés. Je voulais inviter Emmanuel Macron, mais je sais qu'il est très très occupé, il a un agenda qui est hyper chargé, mais pourquoi pas, hein, on va lancer les invitations, et puis s'il répond présent, on parlera de lecture avec le président de la République. Alors, notre sujet du jour, les livres qui sont attendus pour la rentrée 2019. Alors, on commence tout de suite très très fort avec le livre tant attendu, Sérotonine, de Michel Houellebecq aux éditions Flammarion. Alors, le célèbre démon de la littérature, le prix Goncourt 2010, vous vous souvenez, on avait déjà parlé de lui. Hein, c'est quelqu'un qui est très connu en France et très influent dans le milieu de la littérature. Donc le sujet du livre nous a été caché jusqu'à vendredi dernier, le 4 janvier. Mais maintenant, voilà, le livre est sorti, plusieurs journalistes l'ont lu. Le livre a été tiré à plus de 320 000 exemplaires, ce qui est énorme. D'ailleurs, comme chaque sortie de Michel Houellebecq, on édite des milliers, des centaines de milliers de livres, et là, il a fait vraiment fort, parce que 320 000 exemplaires, c'est qu'on en attend énormément. Alors, de quoi parle ce livre? Alors, Houellebecq nous raconte la misère du monde paysan détruit par le capitalisme. C'est l'histoire de Florent Claude Labrouste, un ingénieur agronome de 46 ans, qui travaille pour le ministère de l'Agriculture et qui sent que sa vie est complètement pourrie. Il se met alors à consommer des antidépresseurs, qui au passage est une sorte de drogue légale que vous pouvez vous procurer chez tous les bons pharmaciens. Et il s'injecte des doses et des doses de sérotonine, d'où le titre du livre. Et cette sérotonine, vous savez qu'on l'appelle aussi l'hormone du bonheur, et c'est après ce bonheur que court le personnage principal du roman de Michel Houellebecq. Donc le personnage quitte la capitale pour se réfugier en Normandie, où il va vivre des aventures, mais c'est toujours pareil à la façon de Michel Houellebecq, donc je vous en dis pas plus pour pas trop spoiler le livre, mais pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Donc le personnage se perd dans son passé pour être complètement englouti et happé par ce passé. Et le sujet qui est très intéressant et qu'il développe là, pour le coup quelque chose d'assez étonnant, c'est la crise du monde paysan, et qu'il suit à partir d'une chaîne d'information continue dont je ne dirai pas le nom sur la radio. Et on retrouve complètement le style de Michel Houellebecq, avec des personnages qui ont tout en apparence pour être heureux, un boulot, une maison, des sous, mais qui ont souvent des problèmes de communication ou des problèmes de lien avec les autres êtres humains, et surtout avec le sexe opposé. Voilà, c'est là le personnage de Florent Claude en question ne déroge pas à la règle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va vivre très mal ses relations et vivre très mal sa vie, alors que combien de personnes voudraient avoir son statut, voudraient avoir son boulot. Et en même temps, dans tous ses livres, Michel Houellebecq critique la décadence de la société occidentale, et pour la meilleure façon de l'expliquer au lecteur, c'est de la faire vivre à ces personnages. Alors on a deux images complètement opposées, c'est-à-dire que le personnage a tout ce dont tout le monde rêve, mais de l'autre côté, il ne trouve pas le bonheur, et il va aller à la quête du bonheur en vivant des expériences personnelles. Voilà. Alors moi, Michel Houellebecq, je suis fan dans l'écriture, mais pas trop au niveau de l'homme en dehors de ce qu'il écrit. Alors j'invite les lecteurs auditeurs que vous êtes maintenant, à vous procurer le livre le plus vite possible et à essayer de nous chercher
si il ne parle pas quand même de l'islam dans quelques pages. Il a dû cacher quelque chose de détonnant pour faire le buzz, parce que là, jusqu'à maintenant, le livre il y a pas de buzz en fait. On n'a pas encore trouvé la petite bombe là médiatique qui va faire que tout le monde va se ruer dessus. Même si Michel Houellebecq a reçu la Légion d'honneur de la part du président de la République, on ne critique pas les choix du président. Voilà, c'est un auteur, romancier qui est reconnu pour son travail. Il écrit, moi j'aime bien sa façon d'écrire, même si le personnage, je ne l'aime pas. Voilà, j'ai le droit de ne pas aimer, j'ai le droit d'aimer son écriture mais pas le personnage, parce que ce sont des critiques qui sont assez faciles. Il est de bon ton à notre époque de taper un peu toujours sur les mêmes. Donc Michel Houellebecq, de ce point de vue-là, n'est pas quelqu'un qui fait quelque chose d'exceptionnel. Par contre, les méandres qu'il fait vivre à ses personnages, ça c'est exceptionnel, et moi je reconnais sa qualité d'écriture. Le deuxième livre, alors là on va dans un autre terrain qui est complètement différent, c'est Les Porteurs d'eau de Atiq Rahimi, qui est sorti le 3 janvier dernier. Donc Atiq Rahimi est né en 1962 à Kaboul en Afghanistan. C'est un romancier réalisateur. Il a la double nationalité puisqu'il est français et afghan. Et notre cher Atiq Rahimi a reçu le prix Goncourt le 10 novembre 2008 pour son roman Singué Sabour, Pierre de patience. Alors là, on sort là complètement du cadre de la France pour certains passages, puisque l'histoire se passe un seul jour. Et ça occupe tout le roman un seul jour. Écoutez bien la date, c'est le 11 mars 2001. Et oui, vous avez bien entendu, et certains même d'entre vous, chers auditeurs, vous avez reconnu cette date. Le 11 mars, j'ai pas dit le 11 septembre, mais vous allez voir que c'est lié, c'est le 11 mars 2001. Et que s'est-il passé ce jour-là? Eh bien, souvenez-vous, pour ceux qui ont une bonne mémoire, et là je sais que quand je vais le dire, vous allez tout de suite vous en rappeler, c'est le jour où les talibans ont détruit les 2 statues, les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan, qui étaient des statues millénaires de une civilisation très ancienne. Et face au contexte international de l'époque, eh ben, les talibans avaient voulu faire fort et donner un exemple. Tout d'un coup, alors là on était en Afghanistan, donc l'histoire ça commence comme ça, et tout d'un coup on va se retrouver à Paris avec un personnage qui s'appelle Tom et qui se lève le matin dans son lit et il se prépare à partir pour Amsterdam. Il veut quitter Rina, sa femme, qui dort près de lui, et Tom, comme son nom l'indique, est afghan, voilà, exilé en France, et il souffre de paramnésie, qui est la sensation obsédante de déjà vu ou de déjà vécu. Donc il va se rendre à Amsterdam et en fait il a rendez-vous avec une autre femme, une mystérieuse Nuria, mais elle a disparu. Lui croit que sa vie bascule, mais tout d'un coup, une vieille femme, Rose Spinoza, lui révélera une toute autre histoire. Donc après, on revient à Kaboul et au fil du livre, on a des va-et-vient entre Paris et Kaboul, entre l'Europe et Kaboul, cette fameuse journée où les statues de Bamiyan ont été détruites. Alors il revient à Kaboul, un couple se réveille au matin et on a le personnage Youssef qui se lève pour remplir ses tâches quotidiennes de porter de l'eau. Et oui, et c'est lui en fait le porteur d'eau. Il risque, sinon la colère des talibans, de 97 coups de fouet sur le dos si il ne s'adonne pas à sa tâche journalière de porter de l'eau. Il doit arrêter de reluquer la femme de son frère qui est parti en exil. Alors ce personnage candide et solitaire retrouve la naissance d'un sentiment étrange que lui révèle son ami, un marchand sikh afghan converti au bouddhisme, et c'est lui le petit porteur d'eau, alors qu'il fera basculer la vie des siens. Donc c'est un roman assez sympathique où se mêlent les contes et la sagesse d'autrefois avec la cruauté de l'histoire contemporaine que l'on connaît tous nous en tant que personnes vivantes qui ont vécu à cheval entre le 20e et le 21e siècle, et 2 destins parallèles tragiques et bouleversants, et ce va-et-vient entre l'Europe et l'Afghanistan au moment où le monde va basculer après, pendant le 11 septembre, nous met dans une ambiance exceptionnelle. Donc c'est un livre que je vous recommande. Le troisième livre, alors je dirais pas que c'est un habitué de parler lecture, mais c'est quelqu'un qu'on aime bien, que j'aime bien moi citer à parler lecture, parce que c'est quelqu'un que je trouve très sympathique, c'est Éric Emmanuel Schmitt et son livre Félix et la source invisible, qui est sorti le 2 janvier dernier, il y a une semaine. Et vous vous rappelez comment je l'avais surnommé ou pas, Éric Emmanuel Schmitt, le Mike Tyson de la littérature. Et oui, quand vous le regardez, il a l'air d'un vrai boxeur, une tête vraiment de boxeur. N'oublions pas que son père était champion de boxe, voilà, donc j'étais pas très loin quand je l'avais comme ça un peu qualifié de boxeur, mais à l'intérieur se cache un cerveau
excellent, un génie de l'écriture. D'ailleurs, il donne une formation en ligne pour les gens qui aimeraient écrire un peu, découvrir le travail de romancier, un peu, je dirais pas à la manière d'Emmanuel Schmitt, de Éric Emmanuel Schmitt, mais pour trouver un peu son propre style, essayer de découvrir un peu les secrets de l'écriture, comment poser des émotions des mots sur des émotions, comme on avait expliqué lors de notre émission avec le romancier Khaled Moussaïed, on avait expliqué cela, et là vous avez l'occasion d'avoir un cours avec un des plus grands noms de la littérature française. Voilà pour cette première partie, nous n'avons pas terminé puisqu'il j'ai encore des auteurs à vous faire découvrir et vous parler du livre de notre auteur. Et je vous dis dans un instant, à tout de suite. Mohamed Koussa, Parler lecture sur France Maghreb 2. On se retrouve aujourd'hui pour parler de parler lecture avec la rentrée littéraire, pas la rentrée de septembre, parce qu'en général on utilise l'expression pour rentrée littéraire au mois de septembre, mais on est à la rentrée des vacances d'hiver, donc on est en janvier 2019, et donc on avait parlé du premier livre, donc qui était Sérotonine de Michel Houellebecq aux éditions Flammarion, qui est sorti il y a quelques jours, là c'était vendredi dernier. On a parlé aussi du Porteur d'eau de Atik Raimi, dans un contexte et un genre complètement différent, et le livre dont je vous parlais un instant, c'est celui de Éric Emmanuel Schmitt, le Mike Tyson de la littérature. Donc pour nous rappeler un petit peu de lui, parce que c'est quand même quelqu'un que j'aime bien. Donc il est jury du prix Goncourt, il fait partie des sages, mais il a lui-même reçu le prix Goncourt à un moment de sa carrière pour un de ses romans. Alors, il est membre de l'Académie française. Et il faut savoir qu'il est traduit en 45 langues et ses livres ont été joués dans plus de 50 pays, parce qu'en fait, il écrit des romans, mais aussi des pièces de théâtre, et c'est un amoureux du théâtre. Et je vous avais raconté une histoire, j'aime bien raconter cette histoire, parce que en fait, la façon d'écrire de Éric Emmanuel Schmitt, elle est assez transcendantale. Alors, on va pas verser dans Radio Skippy ou dans la religion, mais il faut savoir que les auteurs, d'ailleurs, c'est la même chose pour Michel Houellebecq, il y a une partie, en fait, d'écriture transcendantale, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de s'élever à un rang quasiment spirituel, sortir du terre-à-terre pour puiser et l'inspiration et la force d'écrire leur roman. Et un jour, dans la nuit du 4 février 1989, seul, perdu dans le Hogar, lors d'une expédition au Sahara, Éric Emmanuel Schmitt dit être sujet à une expérience mystique. Ce sont ses propres mots. Le sentiment de l'absolu se révèle à lui. À ce moment, une phrase occupe toutes ses pensées. Il se dit « tout est justifié ». Tout est justifié. Et il décrit cette expérience extraordinaire dans un roman qu'il a appelé La Nuit de Feu, qui est paru en 2015. Ça fait un peu Jeanne d'Arc, un peu comme délire, mais c'est la réalité d'un écrivain. Et moi, j'aime bien ressortir la façon d'écrire des gens pour le coup, le mot va être bien parce que c'est pour démystifier le travail d'écriture sans démystifier l'expérience de l'écriture. C'est complètement différent. Mais pour dire aux gens et aux auditeurs, si jamais vous voulez vous-même vous mettre à écrire, commencez, ne portez pas un jugement négatif sur vous-même et sur votre travail. Lancez-vous. Il n'y a aucun romancier, aucun auteur qui du premier coup de stylo, de plume ou d'ordinateur a réussi à pondre un roman ou un livre sans faire de correction. On commence par un paragraphe, une feuille, quelques pages et ça peut finir avec un bouquin. Et ne dites pas que ça ne sert à rien parce que vous ne savez pas comment votre expérience peut aider quelqu'un. Et d'ailleurs, on en avait parlé, je vous disais tout à l'heure avec Khaled Moussaïed. Donc lui, par exemple, il organise des stages pour apprendre à mettre des mots sur les émotions, ce qui est quelque chose c'est thérapeutique. L'écriture, pour le coup, devient un peu thérapeutique. On se sent mieux nous-mêmes d'écrire ce que l'on ressent et aussi, on peut aider les autres personnes. Alors, le livre de cette rentrée littéraire de 2019, de janvier 2019, c'est Félix et la source invisible. De quoi nous parle ce livre? Eh bien, c'est l'histoire de Félix, 12 ans, qui est désespéré. Sa maman, la merveilleuse Fatou, qui tient à Belleville un petit bistrot, chaleureux et coloré, est tombée dans une dépression sans remède. Elle qui était tout le temps contente, eh bien, la pauvre, elle n'est plus que l'ombre de elle-même. Et que s'est-il passé? Pourquoi l'âme de cette dame vagabonde? Se cache-t-elle en Afrique près de son village natal? Eh bien, pour la sauver, Félix va faire un voyage qui va le conduire aux sources invisibles du monde. Dans l'esprit de Oscar et la Dame Rose, ou de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, que certains auditeurs connaissent peut-être, eh ben,
Éric Emmanuel Schmitt va interroger les mystères de l'animisme, la puissance des croyances et des rites issus d'une pensée spirituelle profondément poétique. Il offre aussi le chant d'amour d'un garçon pour sa mère. Quand je vous disais que Éric Emmanuel Schmitt était quelqu'un qui était empreint de mystique, eh bien là, une fois de plus, il fait ce travail avec brio et on le remercie. Donc ça vaut quand même d'aller jeter un petit coup d'œil dans son livre, spécifiquement celui-là, Félix est la source invisible, mais aussi d'aller voir ses autres écrits. Par exemple, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran a été adapté au cinéma, donc c'était aussi un film que je vous invite à aller voir parce que ça retranscrit bien la pensée du bouquin, même si à chaque fois le livre est mieux. Voilà. Donc c'était notre 3e livre, il m'en reste encore 2 que je me ferai un plaisir de vous faire découvrir juste après une petite pause. Par les lectures sur France Maghreb 2. Mohamed Koussa. Et oui, chers auditeurs, on se retrouve encore une fois de plus pour cette rentrée de 2019 avec les livres qui vont influencer le monde littéraire et tous les amoureux de la lecture en 2019 pour bien commencer l'année. Alors, on avait parlé de Sérotonine avec Michel Houellebecq, on avait parlé de Le porteur d'eau de Atiq Rahimi et un 3e prix Goncourt parce que oui, Michel Houellebecq a été prix Goncourt, Atiq Rahimi a été prix Goncourt et Éric Emmanuel Schmitt aussi a été prix Goncourt. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas prix Goncourt mais qui mérite aussi que s'attarde un petit peu sur son œuvre, c'est Véronique Ovaldé. Donc, elle a écrit un livre qui s'appelle Personne n'a peur des gens qui sourient. Titre assez rigolo aux éditions Flammarion. Donc, c'est la sortie qui est, c'était quand? C'était le 6 qui va sortir, voilà, c'est ça la particularité de ce livre, c'est qu'il va sortir bientôt et il n'est pas encore sorti. Donc là, vous avez une exclusivité et je vais vous parler un petit peu du contenu du livre qu'on a bien voulu nous dévoiler parce que vous savez très bien qu'on ne dévoile pas tous les secrets pour mettre en haleine les lecteurs et leur donner envie d'aller se procurer le livre. Alors, de quoi parle ce livre? C'est l'histoire de Gloria qui a choisi un jour de juin de partir. Elle file récupérer ses filles à l'école. Elle les embarque quasiment, c'est comme si elle les kidnappait parce qu'elle ne leur demande rien du tout, elle ne les prévient même pas et c'est parti pour un long voyage. Toutes les 3 quittent les rives de la Méditerranée en direction du nord, dans la maison alsacienne, dans la forêt de Kaiserheim, ou, alors je sais pas si je le dis bien parce que j'ai pas l'accent alsacien, Kaiserheim, je pense, on dit le H aspiré, où Gloria, notre personnage principal, avec ses enfants, passait ses vacances quand elle était petite. Pourquoi cette désertion soudaine? Pourquoi elle fuit les rives de la Méditerranée pour se retrouver dans un espace qui est complètement différent? Quelle menace fuit-elle? Pour le savoir, il faudra revenir en arrière, alors c'est une histoire en flashback, dans les eaux troubles du passé, rencontrer Giovanna Gelli, qui l'a prise sous son aile à la disparition de son père, lever le voile sur la mort de Samuel, le père de ses enfants, où était Gloria le soir de la mort de Samuel, et comprendre enfin quel rôle l'avocat Santini a pu jouer dans toute cette histoire. Jusqu'où peut-on protéger ses enfants? Dans ce roman tendu à l'extrême, Véronique Ovaldé met en scène un fascinant personnage de mère dont l'inquiétude face au monde se mue en un implacable sang-froid pour l'affronter. Alors, juste pour donner quelques éléments de biographie de Véronique Ovaldé, elle est née le 12 avril 1972 à Le Perreux-sur-Marne, en banlieue parisienne. C'est une écrivaine française et elle est connue et reconnue parce qu'elle a notamment reçu et le prix France Culture Télérama en 2008, le prix Renaudot des lycées en 2009 et le prix Roman France Télévisions en 2009 aussi. En tout, elle a écrit 16 livres à découvrir. Le prochain auteur, c'est Julien Blangras. Julien Blangras qui a écrit un livre qui s'appelle Comme à la guerre, aux éditions Stock, qui est sorti le 2 janvier. Alors, l'histoire, c'est quoi l'histoire de ce bouquin? Le jour de la naissance d'un petit garçon, un personnage a décidé d'aller bien, pour lui et pour toute sa famille, et de ne plus s'encombrer de pessimisme. Et quelques mois plus tard, des attentats ont endeuillé notre pays. Le personnage était à la moitié de sa vie et il venait de créer la mort est venue créer et perturber son univers.
L'enfant articulait ses premières syllabes à ce moment-là, sur fond de guerre. Et le personnage ne voulait pas laisser l'air du temps polluer son bonheur. Alors ce roman est assez singulier parce que c'est toujours l'opposition d'un monde de violence, un monde qui ne va pas bien, comme on a parlé tout à l'heure avec Michel Houellebecq, un monde de décadence. Là, pour le coup, il se rejoint avec le prix Goncourt, mais on essaye de trouver quand même du positif au monde avec la naissance d'un enfant, quand bien même il y a la guerre, quand bien même il y a la maladie, quand bien même il y a la mort, eh bien il y a des signes, il y a des facteurs, des choses qui nous rappellent que toutes ces choses-là, aussi violentes, dures, difficiles qu'elles puissent nous paraître, eh bien il y a quand même la vie, il y a quand même le renouveau, il y a quand même l'espoir de l'autre côté. Donc c'est le roman d'une vie qui commence. Manuel, alors il appelle ça un peu manuel pour des parents dépassés. C'est une réflexion sur notre temps parce que il y a un pessimisme qui, bien, il gagne beaucoup de personnes, gagne les foyers. Alors quand c'est des personnes qui ont un certain âge, on peut le comprendre, mais quand le pessimisme touche les jeunes qui ont l'impression de ne pas avoir d'avenir, eh bien là, on a de quoi un peu s'inquiéter. On doit avoir un peu la patience, on doit avoir le recul pour trouver des points positifs, même quand c'est dur d'en trouver. Et le roman de Julien Blanc-Gras nous éclaire de ce point de vue-là, comme à la guerre, aux éditions Stock. Voilà, c'était ce que je voulais vous présenter, les 5 livres que je vous ai sélectionnés pour la rentrée, parce que j'en avais plus dans mon sac, mais je me suis dit, on va faire un peu une sélection pas, voilà, 5 livres, c'est bien. Alors plus vous lirez, mieux ce sera, bien entendu. Mais si déjà on arrive à se contenter de lire ces livres-là, en plus voilà, vous avez des gens qui sont connus, comme les 3 premiers. Un peu moins pour Julien Blanc-Gras. Qu'est-ce que je peux vous dire sur lui? Que c'est un écrivain français. Il est journaliste reporter. Il est né en 76, donc il est jeune. Plusieurs de ses ouvrages traite avec humour des voyages et du tourisme, et il a écrit en tout 11 livres, et la particularité de Julien Blanc-Gras, c'est qu'il a voyagé très très tôt, donc il a fait l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, et souvent on retrouve cette envie d'écrire pendant les voyages, parce qu'on a vécu des expériences et on a envie de les retranscrire, et on a envie de les faire découvrir et de les partager à d'autres personnes, et l'écrit et le roman sont des vecteurs incroyables de partage. Et d'ailleurs, on a tous dans notre tiroir ou dans notre table de chevet, l'expression consacrée, on dit le livre de table de chevet, un livre qui a partagé une expérience et qui est resté unique pour nous. Alors souvent les gens citent les mêmes, mais moi, de ma propre expérience, même si ce sont des livres qui ne sont pas connus des autres, il ne faut pas en avoir honte. Chacun a ses propres lectures, chacun a sa propre expérience, et on doit être fier de ce qu'on a vécu et de pas porter un jugement. Voilà, c'est comme si on devait avoir un jugement sur sa propre taille ou sur sa façon de parler, sur des choses dont on n'a pas toute la latitude pour les changer, mais c'est comme ça, il faut l'accepter, et c'est le premier pas vers la progression personnelle. Voilà. Donc, si vous avez vous aussi d'autres lectures, des choses que vous avez découvertes il y a pas longtemps. Il y a beaucoup de petits auteurs qui écrivent des bouquins, et des fois on a du mal en fait à trouver leurs livres. Nous, quand on prépare des émissions, on a du mal à trouver les livres. Pourquoi? Parce que simplement les médias n'en parlent pas, et nous on est sujet plus à subir non, mais à avoir de l'influence par rapport aux médias, parce que il y a des auteurs qui sont connus, il y a des auteurs qui sont reconnus. Alors c'est plus facile pour eux de vendre leurs livres dans les grandes enseignes et à la télévision ou à la radio, et d'autres auteurs qui eux ne sont pas très connus. Donc moi j'ai essayé de faire découvrir un petit peu ce travail-là, comme par exemple avec Ludovic Herman Wanda, qu'on a reçu ici à la radio, qui est un auteur qui n'est pas trop très connu. D'ailleurs, c'était son premier roman, donc c'est normal qu'il soit pas très connu parce qu'il avait rien produit jusque-là. Mais maintenant qu'il a fait un livre, je lui tire encore une fois de plus mon chapeau. Pareil pour Sabile Goussoub, qu'on avait reçu ici à la radio à France Maghreb 2, qui nous avait raconté une histoire extraordinaire avec son livre Le Nez Juif, qui est un livre qui mérite d'être lu. Je les placerai eux aussi dans ma liste à lire pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, parce que ce sont des auteurs qui ne sont pas connus, mais avant, c'est bien de les découvrir avant d'être connus, voilà, parce qu'ils ont encore une espèce d'innocence, ils ont encore une espèce d'énergie qui n'est pas encore corrompue par comment on appelle ça, la célébrité. Ouais, les gens, quand ils sont célèbres, ils prennent un peu la grosse tête. C'est comme moi, aujourd'hui, là, je suis pas connu. Peut-être que dans quelques années, je serai tellement célèbre que vous ne pourrez même plus me parler ou m'envoyer des messages étranges sur Facebook comme plein de gens font la dernière fois où je suis passé à la télévision. Voilà. Donc, dans un instant, on va parler de
une autre chose qui me semblait très importante de développer avec vous, c'était en fait la lecture. Et oui, parce que on a une nouvelle année qui s'annonce, je vous donne des livres à lire, mais bien entendu, il serait utile de revoir un petit peu ces méthodes de lecture. Alors, tout le monde pense savoir lire. Tout le monde dit oui, moi j'ai lu tel et tel livre, j'ai lu 1984 de George Orwell, j'ai lu Le Rouge et le Noir de Stendhal, j'ai lu mes classiques, je connais Baudelaire, je connais ceci, je connais cela. Et quand on discute un petit peu et quand on parle plus profondément dans la lecture, ah oui, mais j'ai oublié ce passage. En plus, on commence à débiter. Bon, après, quand on a l'habitude de lire énormément, les choses restent. Mais quand on ne lit pas souvent, les choses sont assez volatiles. Et quand on parle avec quelqu'un qui s'y connaît, on a l'impression de ne pas avoir lu le livre ou alors de ne pas avoir lu le même livre. Alors tout ça revient à quoi? À la façon de lire. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de quelques points, quelques étapes, 7 étapes ou 7 conseils pour mieux lire en 2019 et ainsi étoffer sa bibliothèque, étoffer ses connaissances, refaire un petit peu sa culture. Voilà, dont un peu le sujet qu'on va développer dans la prochaine partie de l'émission. Comme je vous le dis depuis tout à l'heure, n'hésitez pas, vous pouvez appeler bien entendu 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Dites-nous le livre que vous aimez. Dites-nous aussi si vous avez des problèmes de lecture, n'hésitez pas à m'appeler et me dire ce qui ne va pas. Et je pourrais peut-être, et j'espère peut-être, vous donner des petits conseils qui peuvent peut-être changer les choses pour vous. Je vous dis rendez-vous dans un instant pour une des dernières parties de l'émission. Koussa, Parler lecture sur France Maghreb 2. On recommence avec Parler lecture où on a parlé des livres qu'il serait bon de lire. Tous les livres sont bons à lire, bien entendu, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a des nouveautés, des livres qui sortent et des auteurs qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins et qui méritent d'être lus. Voilà. Donc là, pour la partie qui nous concerne maintenant de l'émission, c'est bientôt fini, donc accrochez-vous un petit peu. Les 7 conseils pour mieux lire en 2019. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être un sujet intéressant. Et pourquoi j'ai choisi de vous traiter ce sujet? C'est parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs et de personnes sur les réseaux sociaux qui posent des questions sur leur qualité de lecture. Et peut-être ça peut paraître étrange à certaines personnes, mais vous allez voir qu'en réalité, il y a des choses qu'on pensait acquises, mais qui ne le sont pas en réalité. Elles ne le sont pas du tout, au point de nous perturber en tant qu'adultes sur des choses qu'on croyait être acquises étant enfants. Et les auditeurs ou les personnes sur les réseaux sociaux nous disent quoi? On a des problèmes quand on lit. Et ces problèmes-là empêchent de lire correctement. Quels sont ces problèmes? Je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, il y en a un qui m'a dit un jour, quand je lis, je pense à autre chose. Parmi les auditeurs de France Maghreb 2, qui n'a jamais rêvassé ou rêvé pendant qu'il était en train de lire un livre. Là, je suis en train de lire, là, le personnage, et tout d'un coup, j'ai un blanc. Et quand mon esprit revient dans le livre, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce personnage? Ah oui, parce qu'il est apparu il y a 2 pages, et il y a 2 pages avant, t'étais en train de rêver. Une autre chose qu'on me dit, c'est 2 semaines après la fin d'un livre, je ne me rappelle plus grand-chose. Donc il y a des gens, par exemple, qui vont mettre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à lire un livre, et quand ils ont terminé de lire, 2 semaines après, quand on parle du livre, on a l'impression que la personne n'a pas lu le livre. Mais attends, tu as lu le livre ou pas? Oui, mais je me rappelle plus très bien, et puis je sais plus si c'est ce personnage-là ou un autre, faudrait que je le relise. Ça valait vraiment le coup de prendre 3 semaines pour lire. Je dis ça en exagérant un petit peu le trait, hein, bien entendu, hein, parce que j'étais comme tout le monde, je faisais aussi ça, donc je ne vous en veux pas. Autre chose, par exemple, comme dit, quand je lis, je fais beaucoup de retours en arrière. Alors là, je lis dans mes lignes, et je reviens en arrière. Hein, c'est comme si un peu, moi j'appelle ça la lecture cha-cha-cha, un pas devant, un pas derrière, un pas devant, un pas derrière. Et ça peut être pénible pour certaines personnes au point de faire arrêter la lecture. Bien sûr, quand on progresse dans un livre et que à toutes les 3 lignes on est obligé de revenir en arrière parce qu'on a l'impression de ne pas comprendre, ça devient pénible et ça se comprend. Une autre chose qu'on m'a dit là dernièrement, c'est mes yeux fatiguent quand je lis. Et oui, c'est normal que les yeux fatiguent. Et quand on se pose la question, alors il y en a qui continuent à fatiguer, mais la seule solution qu'ils ont trouvé à faire, c'est d'arrêter de lire. Non, par exemple, le truc simple, aller voir l'ophtalmo. Il y a des gens qui n'ont jamais pensé à aller voir l'ophtalmo en se disant juste je fatigue quand je lis, point barre, j'arrête la lecture. Peut-être qu'aller voir l'ophtalmo, porter des lunettes, c'est une solution, et ça peut être juste un petit truc, hein, voilà, ça mange pas de pain, c'est pas quelque chose de compliqué à faire. Mais on n'est pas encore entré dans les techniques de lecture. Puis il y en a un autre, il m'a dit quoi, une fois en formation, quand je lis, j'ai envie de dormir. Eh oui,
Ça peut arriver parce que il y a des moments dans la journée qui sont plus propices que d'autres. Il y a une façon de se tenir qui est meilleure qu'une autre. Il y a des moments, voilà, c'est comme ça. C'est comme tout. Il y a des choses qu'on peut faire bien le matin et d'autres qu'on peut mieux faire l'après-midi ou encore le soir. Donc, ne rien laisser au hasard parce que il en va quand même de la lecture qui est un des exercices intellectuels les plus puissants pour l'être humain. Ainsi, voyons un petit peu les conseils que je vais vous donner pour bien entamer la lecture en 2019. La première chose que il est important de faire, c'est de bien traiter ses outils, notamment le cerveau et les yeux, bien entendu. Et oui, je vous parlais là de lunettes, ou quand je fatigue, quand je lis. Mais si on lit le soir, après une journée de travail, mais c'est normal, vos yeux ont fonctionné pendant 8 heures, 10 heures, 12 heures, avec les smartphones, avec les écrans, avec Netflix, avec ceci, avec cela. Et quand arrive le soir, on veut lire, et là, coup de barre. Donc là, changez un peu la stratégie, peut-être que ça va être mieux. Et contrairement, il y a une chose que je voulais, sur laquelle je voulais insister, c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, plus on lit vite, mieux on lit. Bien entendu, vous avez bien entendu. Plus on lit vite, mieux on lit. Voilà. Parce que quand on lit doucement, c'est comme si vous marchiez au ralenti ou que vous rouliez au ralenti en voiture. Ça produit de l'ennui. Et quand vous produisez de l'ennui, votre cerveau part vers d'autres horizons parce que votre cerveau est un outil qui est très bien fait. Si vous ne lui donnez pas ce dont il a besoin, il ira le chercher ailleurs. Donc si vous ne lui donnez pas des choses excitantes, il ira les chercher dans vos souvenirs qui eux sont plus excitants que certains livres qui sont hyper barbants. Donc premier conseil que je vous donne, bien traiter le cerveau et les yeux. Et les autres conseils dans un instant après la pause. Par les lectures sur France Maghreb 2, Mohamed Koussa. Mohamed Koussa. Mohamed Koussa. Par les lectures sur France Maghreb 2. Alors, notre dernière partie d'émission, on va terminer avec les conseils pour bien entamer la lecture en 2019 et arriver à lire tous les livres qui vous font envie, même si ce n'est pas ceux que je vous ai donnés dans les premières parties de l'émission, mais de vous faire plaisir. Moi, j'ai envie que les auditeurs se fassent plaisir quand ils lisent, parce que c'est important de retrouver du sens et c'est important d'avoir un outil aussi puissant que la lecture et c'est dommage de ne pas en profiter. Voilà. Donc, premier conseil que je vous ai donné tout à l'heure, c'était bien traiter le cerveau et les yeux. D'accord? Donc, on lit plus vite. On essaie de lire plus vite, je vous expliquerai après tout à l'heure comment faire, et on s'occupe bien de ses yeux. Donc, deuxième conseil, bien choisir les moments. J'avais un peu spolié tout à l'heure, mais c'était pour l'explication. La lecture, c'est pas la même chose quand on lit à 5 heures du matin, quand on se réveille, que le cerveau est frais. Bon, je dis 5 heures pour ceux qui se lèvent à 5 heures, mais bon, ça c'est une légende urbaine. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent beaucoup plus tard. Mais que tu te lèves à 5 heures ou que tu te lèves à 8 heures du matin, dis-toi, ton cerveau a été rebooté, ton cerveau a fait le tri pendant la nuit. Eh bien, c'est le moment de te faire plaisir et d'utiliser ton énergie du matin ou du réveil pour faire les choses qui sont importantes dans la lecture. Alors que si tu lis après avoir mangé un repas copieux comme on a fait pendant les fêtes de fin d'année, eh bien là, ton sang va être utilisé principalement pour la digestion et ça fera du sang en moins pour ton cerveau et la réflexion. Donc là, c'est le coup de barre assuré. Donc, vaut mieux aller faire la sieste, ça sera mieux pour toi. Donc, deuxième conseil, choisis bien le moment où tu vas lire. Troisième conseil, c'est lis bien les classiques. Lis bien les classiques. Peut-être que t'as envie de lire des nouveautés. Peut-être que tu te lances dans des études. Peut-être que tu vas passer un concours. Eh bien, dis-toi qu'il y a des classiques à lire, des livres là qu'on connaît tous dans la culture française. Relis-les parce que c'est des livres que tout le monde a lus, que souvent l'histoire on les connaît parce que peut-être il y a une adaptation au cinéma, donc il y a des choses qui peuvent nous revenir ou s'incarner dans notre esprit. Et le fait de relire les classiques, eh bien voilà, ça fait une petite mise à jour et qui est importante aussi du point de vue de la langue parce qu'il y a beaucoup de mots qu'on n'utilise pas, on l'utilise que dans la littérature. Donc ce serait dommage qu'il nous échappe à un moment. Alors on refait une mise à jour en relisant les classiques. Donc troisième conseil. Quatrième conseil, adopte une bonne stratégie. Adopte une bonne stratégie de lecture. La lecture a besoin d'une première phase de familiarisation,
avant d'entrer directement dans le livre. C'est comme quand tu vas au restaurant, avant de passer au plat de résistance, tu as ta petite entrée, tu as une petite mise en bouche. Eh bien c'est pareil, essaye de te familiariser avec le livre, avec la 4e de couverture, donc c'est ce qu'il y a derrière, hein, les petites descriptions. Tu feuillettes les premières pages sans rentrer directement dans le vif du sujet pour pas être agressé par la charge de travail qui peut paraître comme une charge de travail pour certaines personnes. Donc tu vas faire un peu le tour comme ça, voilà, tu vois, sans pression. Adopte une bonne stratégie. 5e conseil, fais de la lecture rapide. Eh oui, fais de la lecture rapide, n'hésite pas. Si tu lis comme quand tu lisais quand tu étais en CP, eh bien, tu es en train de réinventer le fil à couper le beurre là. Alors qu'entre-temps, tu as grandi, tu payes des impôts. Donc là, ta vie, elle a complètement changé, tu as de l'expérience. Ce n'est plus la même personne. Donc, utilise ton capital, utilise ton expérience pour lire parce que tu connais beaucoup plus de choses et tu as beaucoup plus aussi d'imagination. Alors, la lecture rapide, par exemple, une technique simple, c'est que tu peux utiliser ton doigt pour lire, pour aller beaucoup plus vite. Ça, c'est un truc que tous les enfants font, mais comme on leur dit d'arrêter de le faire, ils arrêtent de le faire et ils lisent au ralenti. Donc, fais de la lecture rapide avec ton doigt et il y a aussi, t'as le droit de sauter des mots. Et oui, je vais dire un truc, peut-être ça va choquer des gens, mais tu as le droit. T'as le droit de sauter des mots. Et il y a même des parties dans un bouquin qui ne sont pas intéressantes pour l'histoire. Tu peux même les sauter. Donc, fais la lecture rapide. Alors, la lecture rapide, c'est pas de sauter les pages, hein, c'est pas ça du tout. Hein. D'accord? 5e conseil, fais de la lecture rapide. 6e conseil, prépare bien ta prise de notes. Alors ça, c'est surtout pour les gens qui prennent des notes. Si vous prenez des notes, mais vous ne savez pas déjà comment vous allez utiliser de l'espèce de signalétique ou la codification, votre prise de notes, ta prise de notes ne sera pas efficace. Donc déjà, affûte tes outils, prépare ton boulot, ce sera plus facile une fois que tu auras trouvé quelque chose d'intéressant, tu pourras lui mettre un coup de fluo et en fonction de la couleur, ça signifie quelque chose. 7e chose, maîtrise ton temps. Et oui, si tu commences à te dire je lis et je terminerai quand j'aurai fini le livre, eh bien bon courage à toi parce que tu risques de ne jamais terminer ta lecture. Voilà les 7 conseils. Premièrement, bien traiter tes outils cerveau et les yeux. Deuxièmement, choisis le bon moment pour lire. Troisièmement, reviens vers les classiques de la littérature. 4e, adopte une bonne stratégie. 5e, fais de la lecture rapide, t'as rien à perdre. 6e, bien préparer ta prise de notes. Et enfin, 7e chose, maîtrise ton temps. Voilà, aujourd'hui, c'est tout pour notre petite émission qu'on a consacrée aujourd'hui à la rentrée 2019, les livres à lire et la façon de lire. Et la citation du jour, écoutez bien, nous vient de Edmond Jabès, dont j'avais parlé déjà la semaine dernière. Le livre n'est pas, la lecture le crée, à travers des mots créés, comme le monde est lecture recommencée du monde par l'homme. Par les lectures, Mohamed Koussa, sur France Maghreb 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment sur France Maghreb 2. En tout cas, pour moi, c'était vraiment très bien, même si je suis un petit peu triste de pas avoir des gens qui m'ont appelé, discuter pas avec le téléphone. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.